Votre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama, c'est Guillaume Faury, le PDG d'Airbus. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Vous venez de publier vos comptes pour le premier trimestre ce matin. Qu'est-ce qu'on retient? On retient quoi? On retient que le résultat opérationnel fait un bond sensible, quasiment 700 millions d'euros, ou que les commandes sont en forte baisse depuis le début de l'année, 39 contre 356 l'an dernier. On retient quoi? On retient qu'on est encore dans la crise du coronavirus en ce qui concerne l'aviation. On retient que Airbus a fait un bon premier trimestre, mais qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes pour le reste de l'année et qu'on est à peu près en ligne avec la trajectoire qu'on s'est donnée pour l'instant, pour l'année. Donc un environnement compliqué, un environnement volatile, un secteur aérien qui est très endommagé par la crise du coronavirus et quand même quelques premiers signes d'optimisme prudent. Oui, avec un bénéfice net de 362 millions d'euros premier trimestre. Est-ce qu'on peut dire que le pire est passé pour Airbus aujourd'hui, après cette perte d'1 milliard en 2020? On a fait l'adaptation à la nouvelle situation qui est celle du coronavirus. Donc on a une année très très difficile pour nous, pour nos fournisseurs, pour nos salariés, pour nos clients, évidemment les premiers impactés par cette situation. Et on est maintenant un peu dans l'œil du cyclone. Donc le vent a l'air de souffler un peu moins fort, mais en fait le niveau d'activité est très bas. On pense que les compagnies aériennes vont encore perdre beaucoup d'argent en 2021. Et donc on n'est pas encore sorti du tout de la situation dramatique dans laquelle on est rentré l'année dernière. Un petit mot des annulations de commandes. Je parle sous votre contrôle, 100 annulations de commandes sur le premier trimestre. Est-ce que c'est plus que ce que vous imaginiez, Guillaume Faury? Ce n'est pas plus que ce qu'on imaginait. En fait, on pensait que dès l'année dernière, il y aurait beaucoup d'annulations. Ça n'a pas été le cas pour Airbus. On a vu surtout des clients repousser les dates de livraison, mais pas annuler les commandes. On en a un petit peu cette année, mais on a aussi plus d'annulations que de commandes sur le premier trimestre. Mais on commence à avoir un petit peu de discussions commerciales, en particulier en Amérique du Nord. Donc voilà, on voit cette adaptation à la nouvelle situation. Et sur les avions monocouloirs, les courts courriers, moyens courriers, la famille A320, on voit déjà pointer la sortie de crise, ce qui n'est pas du tout le cas pour les avions long courriers qui, eux, vont mettre beaucoup plus de temps avant de revoler et donc avant de voir les clients vouloir recommander des longs courriers. Ouais. Ah, c'est vrai que la situation est assez spéciale pour Airbus et pour toute l'industrie, mais il y a ce carnet de commandes qui est, j'ai lu ça, 7000 commandes, plus de 7000 commandes, et ces livraisons à court terme qui sont reportées. Vous savez combien de commandes iront pour le coup jusqu'à leur terme, jusqu'au bout, où on est vraiment au milieu du gué, on ne sait pas trop aujourd'hui? On pense que la très très grande majorité des commandes seront livrées un jour. La question c'est quand? Et c'est effectivement ce qu'on a vu se passer l'année dernière, c'est que la très grande majorité des clients nous ont demandé de réduire fortement le nombre de livraisons en 2020, en 2021 et de les repousser plus tard. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que tous ces clients pensent que l'activité va revenir. On pense nous aussi que l'aviation en est à ses débuts. Donc on a un gros incident de parcours avec le coronavirus. Il y a beaucoup de choses à en apprendre, il a fallu s'adapter, mais on pense que les choses vont revenir progressivement. L'activité sera un peu différente, le monde aura changé, il y aura un certain nombre de tendances qui seront beaucoup plus présentes, mais tous ces avions, et en particulier ceux d'Airbus, sont très adaptés au monde de l'après-crise. Donc de ce point de vue-là, on se pense plutôt bien positionné pour repartir de l'avant ensuite. Ouais, sachant qu'on sait qu'évidemment les commandes sont rares depuis le début de la pandémie. Et il y a de Airbus, vous venez de signer il y a quelques jours 25 avions à 320 justement, les monocouloirs Neo à l'américain, Delta Airlines. C'est quoi? C'est un signal faible où on se dit non, c'est peut-être le signal que le new business est peut-être en train de repartir, ou tout ça, encore une fois, c'est trop tôt pour le dire? Alors, en ce qui concerne les États-Unis, puisque Delta est un client présent aux États-Unis, la plus grande compagnie aérienne, en ce qui concerne les États-Unis, Delta n'est pas seul dans cette situation. On a vu d'autres clients commander des Airbus ou des avions de notre concurrent préféré. Donc, je pense qu'aux États-Unis, c'est plus qu'un signal faible. En revanche, pour le reste du monde, on n'en est pas encore là. Les États-Unis ont l'air d'être la région du monde qui, sur les avions monocouloirs, sur le voyage dans les États-Unis, dans l'Amérique du Nord, va ressortir de la crise avant tout le monde, en bien meilleure situation. Et c'est probablement lié à beaucoup de facteurs, mais en particulier la vaccination qui est très très avancée aux États-Unis et qui redonne confiance et qui fait que les États-Unis se réouvrent en termes d'activité et de connectivité, de transport des passagers.
J'ai vu qu'il y avait pas mal de nouvelles compagnies aériennes qui voyaient le jour. Et là, on se dit comment expliquer que, malgré une crise sans précédent, des compagnies historiques qui luttent pour leur survie comme ça. Comme on assiste à l'arrivée de nouveaux acteurs. Et cette floraison, elle a de quoi surprendre. Le transport aérien fait toujours rêver, Guillaume Faury. Alors oui, il fait toujours rêver. Enfin, ce qui fait rêver aussi, c'est la capacité que donne le transport aérien d'aller en quelques heures très très loin de chez soi, visiter la terre, visiter de la famille, des amis, un pays nouveau. Il contribue à ce que les peuples apprennent à vivre ensemble, parce que quand on se connaît, quand on se fréquente, on a forcément des bien meilleures relations que quand on est loin les uns des autres et qu'on ne se connaît pas. Donc le transport aérien a une utilité sociale, économique et à terme environnementale qui nous paraît très importante, puisqu'il faudra beaucoup de prospérité pour faire cette transition énergétique et que l'aviation y contribue largement. Dans les annonces, vous avez confirmé espérer livrer au moins 566 avions cette année, soit le même niveau que l'an dernier. Vous en prenez le chemin aujourd'hui? Et la question double, c'est à la fois, est-ce que vous en prenez le chemin? Et sur la question des commandes, est-ce que vous tablez sur combien? Ou est-ce que c'est trop compliqué, parce qu'on est dans le brouillard, de donner un chiffre? Alors, sur les livraisons, on a dit qu'on espérait livrer au moins le même nombre que l'année dernière, les fameux 566 que vous avez commentés. Au premier trimestre, nous avons livré 125 avions, premier trimestre de cette année. L'année dernière, au même premier trimestre, on avait livré 122 avions. Donc quasiment exactement le même niveau. Donc oui, on est sur la bonne trajectoire, d'autant plus que le deuxième trimestre de l'année 2020 avait été vraiment très 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 difficile, parce que c'était le moment où la crise était arrivée. Donc on pense qu'on est plutôt sur la bonne trajectoire pour le nombre de livraisons, mais une fois encore, on va être prudent. En ce qui concerne les commandes, on n'a pas de chiffre magique pour cette année, parce qu'on ne sait pas quel va être le niveau d'annulation auquel on va devoir faire face, et on ne sait pas à quelle vitesse les nouvelles commandes vont arriver. Pour autant, pour Airbus, ce n'est pas un paramètre qu'on regarde avec trop d'attention pour le court terme. On a ce carnet de commandes de 7000 avions, dont vous avez parlé tout à l'heure, et on va livrer sur 2021, 2022, 2023, essentiellement, peut-être même exclusivement, à partir de ce carnet de commandes très solide qu'on avait en rentrant dans la crise. Vous tablez sur finalement un retour à la normale. Je parle sur le front commercial, pas avant 2022 au final. Non, on pense que le retour à la normale, c'est-à-dire la situation du trafic passager et la situation du nombre de livraisons d'avions, on pense que ce soi-disant retour à la normale, il n'aura pas lieu avant 2023 à 2025 au global. Ça, c'est pour le trafic. Ça, c'est pour le trafic passager. Plus vite sur les avions court courrier et beaucoup plus long sur les avions long courrier. Oui, c'est le transport de passagers. Ouais. Sachant que l'IATA nous a dit effectivement, pour retrouver le niveau d'avant-pandémie, pas avant 2025. Ils sont sur 2025. Ils étaient encore il y a quelques semaines ou mois sur 2024. C'est difficile à dater. On a le patron d'ADP qui nous parle carrément en Europe de 2027. C'est difficile de dater ce moment à partir duquel on devra retrouver le niveau d'avant-crise. On ne sait toujours pas aujourd'hui. Alors, chaque acteur regarde en fonction de son activité. Et une fois encore, il y a beaucoup de diversité suivant les régions. Notre évaluation, à nous Airbus, sur l'activité globale, sur l'ensemble du monde, c'est entre 2023 et 2025, on retrouvera le même nombre de passagers kilomètres parcourus. Alors peut-être pas, et même sûrement pas du tout de la même façon, dans les mêmes régions, sur les mêmes types de lignes. Et pour notre activité à nous de livraison d'avions, on pense aussi que l'année où on devrait retrouver les volumes d'avant-crise, ça sera autour de 2024, plus ou moins 6 mois ou 1 an, mais bon, on est encore un peu dans le brouillard, c'est des ordres de grandeur pour l'instant. Mais à court terme, vous disiez d'ailleurs, j'ai retrouvé une interview de vous, fin mars, être déçu par la reprise du trafic aérien depuis le début de l'année. 1 mois plus tard, votre avis n'a pas changé? En Europe, la situation est extrêmement décevante, elle est même catastrophique. Le trafic aérien en Europe souffre énormément. Il y a une situation de manque de coordination, de mesures qui sont prises localement, qui rendent impossible un trafic minimal. Et c'est aujourd'hui la région en Europe qui est la plus lourdement impactée économiquement et socialement, d'ailleurs, à cause de cette impossibilité de se déplacer. On n'a pas du tout la même situation en Chine, où le trafic aérien domestique est plus élevé aujourd'hui que ce qu'il était en 2019, ou aux États-Unis, où le retour à la normale est en train d'accélérer très fortement. Donc le commentaire que je faisais était malheureusement lié à la situation qu'on observe autour de nous ici en Europe. Ouais. Après, sur la question des voyages d'affaires, qui sont très importants pour les longs courriers, est-ce que vous dites au fond de vous peut-être que
les voyages d'affaires ne reviendront jamais totalement à leur niveau pré-crise parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi faire du business sur Zoom et faire une interview aussi sur Zoom. Alors là, la situation, elle est à prendre avec beaucoup de prudence. Il y a 6 mois, on était vraiment convaincus que le trafic business, affaires, ne reviendrait jamais à ce qu'il a été en 2019. Parce qu'effectivement, énormément d'entreprises, notre propre entreprise, beaucoup d'autres, on a très vite appris à travailler beaucoup plus avec les moyens numériques, avec les Zoom et autres, et on trouvait des solutions assez performantes à court terme. On s'est vite adapté. Un an après le début de la pandémie, en fait, la situation s'est complètement retournée. Parce qu'au contraire, on se rend compte que si on a pu s'adapter à court terme, il y a beaucoup de choses très importantes qu'on n'est pas capable de faire. Et on se rend compte que quand on n'est pas présent sur site, nos concurrents, les acteurs locaux vont beaucoup plus vite que nous et donc on perd du terrain. On se rend compte que des projets d'infrastructure, des projets de développement, des contrats à signer, tous ces tas de choses qu'on faisait avant assez simplement en se déplaçant, par Zoom, progressivement, ça ne fonctionne plus. Et aujourd'hui, on pense plutôt que le trafic affaires va revenir, pas immédiatement, ça va prendre plusieurs années, il sera peut-être de structure un petit peu différente, mais on pense qu'en fait, il va revenir peut-être assez proche de ce qu'il était avant la crise. Les gens voyageront différemment, il y aura l'utilisation des moyens digitaux et du transport aérien, les gens voudront être connectés à bord des avions beaucoup plus qu'avant, mais la tendance aujourd'hui, avec toute la prudence qui s'impose, c'est que ça va revenir progressivement. Et c'est un peu ce qu'on avait connu d'ailleurs après septembre 2001, où on a vu un très très fort arrêt du trafic affaires après les attentats. On pensait qu'on ne revolerait plus comme avant, et en fait, c'est revenu assez rapidement. Donc, il faut se méfier des enseignements à long terme. On va observer d'abord. Ouais. Guillaume Faury, vous travaillez chez Airbus sur un plan de réorganisation industrielle de grande ampleur. Pourquoi il faut remettre à plat l'assemblage des aérostructures l'idée, c'est de rationaliser, de simplifier l'organisation, c'est ça ? Alors, il y a plusieurs objectifs, mais celui qui nous a amené à structurer cette réorganisation de la façon dont on l'a fait, c'est l'observation que sur les avions de la nouvelle génération, la conception la conception de l'appareil, de l'avion et de son système de production se feront ensemble autour d'un système numérique qu'on appelle end-to-end, de bout en bout, qui place les usines dans une situation très différente et beaucoup plus intégrée avec la conception que ce que c'était par le passé. En plus, ces avions auront une architecture très différente de ce qu'elle est aujourd'hui, ce qui place vraiment les aérostructures au centre du jeu, et c'est pour ça qu'on a considéré que c'était cœur de métier. À partir du moment où on considère que c'est cœur de métier, eh bien on a regardé la meilleure organisation possible pour pouvoir faire ça de façon performante. Et puis on a à court terme 2 objectifs. Un, effectivement, de se rendre plus performant, plus agile. Il y a au moins autant que les coûts, il y a l'adaptation et la vitesse d'adaptation qui est importante, comme on l'a eu dans le Covid, et donc un système qui est beaucoup plus intégré et beaucoup plus agile. Et puis effectivement, une notion de performance sur les coûts qui est importante et qu'on va juger dans le temps. Donc voilà, tout un ensemble de paramètres, c'est jamais un seul paramètre qui emporte la décision, mais au global, une volonté de rendre notre outil plus performant, plus agile et beaucoup mieux préparé aux défis du futur. On regarde loin, on est une industrie de long terme dans l'aéronautique. Ouais, pour gagner en efficacité donc, avec plus d'intégration, mais on est d'accord, sans fermeture de site, pour le coup, ni plan social. On fait pour l'instant une réorganisation, donc on n'est pas en train de parler de fermeture de site, d'autant plus que je parle des activités qu'on vient de discuter. On a une situation un petit peu différente dans le sud de l'Espagne pour d'autres raisons qui sont liées à l'arrêt du 380. Mais si on parle de ce qu'on a annoncé sur l'Allemagne et sur la France, c'est un changement d'organisation qui a des visées long terme. Et on ne parle pas du tout de fermeture de site, d'autant plus qu'il faut bien avoir en tête qu'on rentre dans une remontée en cadence. Donc là, on est au point bas, c'est ce qui permet de faire beaucoup de changements plus facilement, mais devant nous, on a une remontée en cadence. Donc, ce n'est pas des perspectives négatives qu'on est en train d'offrir à nos salariés, au contraire, on est en train de se projeter sur le futur, et c'est des perspectives positives. Ouais. Plus d'intégration, c'est vrai qu'on a souvent dit que, je parle de votre meilleur rival, que Boeing est allé trop loin dans l'externalisation de sa fabrication d'avions, ce qui avait pu expliquer beaucoup de problèmes, c'est un euphémisme rencontré sur le 787. Ce sont des erreurs que vous ne voulez pas commettre. Pour vous, l'externalisation, elle a ses limites. Vous savez, dans l'industrie, pour progresser,
il faut essayer des nouvelles solutions, il faut prendre des risques, il faut accepter de se tromper. Et bon, voilà. Donc on apprend au fur et à mesure, on apprend de ses erreurs, on apprend aussi de celles des autres. Là, on a regardé vraiment vers l'avant, on a essayé de tirer tous les enseignements de ce qu'on avait fait nous, de ce qu'on fait d'autres, du rôle que les aérostructures vont jouer pour essayer de prendre les meilleures décisions. Personne ne peut garantir qu'elles seront parfaites. Et puis, quand il faudra ajuster, on le fera. Je crois qu'il faut rester humble, mais il faut être ambitieux. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez Airbus, une fois encore, en prenant ces activités et en décidant qu'elles sont cœur de métier. Et elles sont cœur de métier parce que c'est une grosse partie de ce qui va contribuer aux différences des avions du futur par rapport à ceux d'aujourd'hui. Airbus va supplanter Boeing pour les 10 années à venir. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le cabinet français Archery Strategy Consulting, sorti il y a cela quelques jours. Airbus qui pourrait atteindre 60% de part de marché face à votre rival américain. C'est un scénario crédible? Vous y travaillez chaque jour? C'est pas moi qui le dis. C'est pas comme ça que je regarde les choses. On essaie d'avoir les bons produits. On essaie de répondre aux exigences de nos clients. Et compte tenu de la situation dans laquelle ils ont beaucoup d'exigences légitimes. Et puis, on essaie de préparer le futur. Et si on est compétitif, on gagne des affaires. Et si on gagne des affaires, on gagne des parts de marché. On n'a pas de plan à 10 ans sur la part de marché qu'on aura à ce moment-là. En revanche, on a beaucoup d'ambition sur les produits. Et une fois encore, si on a les bons produits, on aura la bonne part de marché. C'est comme ça qu'on voit les choses. Il faut le mettre dans l'ordre. On est sur Boursorama, Guillaume Faury. Avant la crise, le cours d'Airbus valait à peu près 140 euros. J'ai regardé, là on est un peu plus de 100 euros, on est à 102 ou 103 au moment où on se parle. Est-ce que vous espérez, à votre fort intérieur, que le cours de bourse d'Airbus aura retrouvé son niveau pré-crise avant que le trafic aérien n'ait retrouvé le sien? Alors, il y a bien un sujet sur lequel je ne fais pas de prédiction, c'est le cours de bourse. Vous avez vu qu'il est descendu dans l'année 2020, je crois, légèrement en dessous de 50 euros. Ouais. Là, il est remonté à 100 euros. Il va continuer à évoluer. Il va dépendre essentiellement de notre performance. Donc nous, on s'attache à essayer de faire les choses correctement, à être transparent vis-à-vis de nos investisseurs, à leur montrer où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on y croit. Et après, c'est eux qui jugent quel doit être le bon prix de transaction et ça donne le cours de bourse. On pense que Airbus peut continuer à progresser. On a beaucoup d'ambition pour là où on veut aller. On est une entreprise qui veut s'inscrire dans un certain nombre des grands mouvements de la société, la digitalisation, l'environnement, toute la dimension sociale, le rôle que Airbus joue pour les écosystèmes autour. Donc on attache beaucoup d'importance à ce qu'est Airbus, à ce qu'on fait. Et puis, si c'est jugé positivement par nos investisseurs et nos actionnaires, et on espère que c'est le cas, eh bien dans ces cas-là, le cours de bourse le reflète. Donc voilà, on est au travail. Ouais, écosystème avec 3000 fournisseurs qui ont fait bloc, il faut le rappeler, on n'en parle peut-être pas assez. Tout le monde a travaillé ensemble parce que s'il vous manque une pièce, derrière l'avion, vous ne le livrez pas. En tout cas, pas à temps. Oui, merci de mentionner ce point. Il y a eu énormément de solidarité dans la filière l'année dernière et cette année aussi, il n'y a pas de raison que ça change. Face à des difficultés qui étaient quand même d'une dimension exceptionnelle, c'est la crise la plus grave de très très loin qu'ait connue le secteur aérien depuis sa naissance, et il y a eu toute cette solidarité. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans ce secteur. C'est effectivement parce qu'on dépend tous les uns des autres. J'aime bien expliquer que quand il manque une pièce dans une chaîne d'assemblage, eh bien l'avion, il ne peut pas voler. Parce qu'on ne vole pas avec un avion presque fini. Et s'il ne peut pas voler, en fait, il arrête toute la chaîne, donc il arrête tous les autres fournisseurs. Et donc, on est intimement dépendants les uns des autres. On est dépendant de celui qui est le plus lent ou le moins performant. Et donc, tout le monde s'est entraidé l'année dernière. On a commencé, nous aussi, les premiers à s'occuper de nos fournisseurs. On a créé en France un fonds pour pouvoir faire de l'apport en capitaux propres. On a eu l'État qui est venu à côté de nous. On a eu d'autres sociétés, des grandes sociétés françaises d'aéronautique et de défense. Et puis, on a eu des investisseurs privés qui sont venus. Et voilà, c'est comme ça qu'on a essayé de faire face. On a également organisé la transparence dans la chaîne de fournisseurs pour anticiper les problèmes et s'assurer qu'on allait pouvoir intervenir dans le temps. Et il n'y a pas tard de pénurie, j'insiste là-dessus. Ouais. Pour la raison de cette solidarité. Et donc pas de pénurie, on voit l'industrie auto qui est à l'arrêt aujourd'hui pour partie. Il n'y a pas de problème de pénurie de semi-conducteurs, de composants dans votre industrie? Alors, sur les semi-conducteurs, on n'est pas directement frappé par la crise qu'on connaît actuellement, que d'autres secteurs connaissent. On est relativement préservé, mais on a connu au fil du temps un certain nombre de situations difficiles. Toutes les industries qui reposent sur des chaînes logistiques profondes ont ces risques et ces difficultés.
Vous vous souvenez peut-être qu'en 2018, nous, on a vu des difficultés avec la montée en cadence pour des pièces de moteur qui empêchaient les motoristes de livrer à la vitesse prévue. Donc, bien malin celui qui peut dire que ça ne lui arrivera pas. Voilà, on va continuer à rester attentif. Merci en tout cas pour cette interview, Guillaume Faury, PDG d'Airbus, invité de la grande interview sur Boursorama. Merci. Merci à vous, à bientôt. Au revoir, à bientôt.